Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charles et je suis conseiller chez HomeGrade. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce deuxième épisode de notre nouvelle série de webinaires saison automne 2024. Si par malheur vous ne connaissez pas encore HomeGrade, HomeGrade est le centre de conseil et d'accompagnement sur le logement en région bruxelloise. Nous proposons aux particuliers divers accompagnements dans le but de les conseiller au mieux dans leurs projets de rénovation. Et oui, grâce aux subsides régionaux, nos services sont gratuits. Vous pouvez nous joindre soit par téléphone, soit via notre formulaire de contact que vous retrouverez sur notre site web homegrade.brussels. Vous pouvez aussi passer nous voir en chair et en os au point info situé place Quetelet numéro 7, entre les métros Madou et Botanique, sur le site de l'ancien observatoire d'astronomie. Je vous invite également à consulter notre site web car nous mettons à votre disposition toute une série de brochures thématiques et de fiches infos autour de la rénovation de l'habitat. Vous y trouverez par exemple une brochure sur les questions acoustiques. Pour finir, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pourrez y retrouver d'ici quelques jours cette présentation ainsi que les différents webinaires que nous avons déjà réalisés. Aujourd'hui, nous allons aborder une problématique hyper courante et qui touche la grande majorité des Bruxellois. Je parle de la mauvaise isolation acoustique entre les logements. Lorsque je vivais en appartement, j'étais plutôt dérangé par les pas du voisin du dessus. Maintenant que j'ai déménagé, c'est la cuisine du voisin d'à côté qui peut me réveiller tôt le matin, me maintenir éveillé tard le soir, quand il ne s'agit pas de mes enfants. Pourtant, il existe des solutions low cost et low tech pour améliorer grandement la situation. Je vous invite donc à accueillir maintenant Sophie Mersch, conseillère experte chez HomeGrade et grande spécialiste bruxelloise de l'acoustique, pour nous parler de ces interventions peu chères et faciles à mettre en place afin d'améliorer l'acoustique et ainsi garantir la bonne entente entre les voisins. Sophie, la parole est à toi. Merci pour cette belle introduction. Voilà, j'espère que vous voyez mon écran maintenant. Nous voyons ton écran. Euh, alors, pour que les choses soient bien claires, je vais m'attacher principalement à l'amélioration de l'isolation acoustique au bruit de choc. Et je me suis ciblée sur les anciens planchers bruxellois à structure en bois parce que c'est quand même le gros du bâti bruxellois. Maintenant, la plupart des choses que je vais dire euh, peuvent être extrapolées aux structures en béton. Euh, a priori, les systèmes fonctionnent mieux sur le béton et la plupart des systèmes qu'on trouve dans le commerce ont été testés et ont des agréments techniques sur un sol en béton. Alors, de quoi va-t-on parler? Euh, je vais vous donner un petit peu le contexte bruxellois. Je vous expliquerai brièvement comment on mesure les bruits de choc. C'est assez important que vous vous rendiez compte que qu'il y a des normes très strictes et que les mesures en laboratoire ne sont pas du tout comparables à des mesures que des fabricants peuvent faire eux-mêmes chez eux. Euh, et puis, on va voir les résultats des tests et les conclusions. Alors, à quoi ressemble, voici à quoi ressemble un plancher bruxellois classique, hein. On a des solives, je traduis en centimètres, de 6 à 8 centimètres de large sur 18 centimètres de haut, qui sont espacées de 40 centimètres et qui sont ancrées dans les murs porteurs, avec par-dessus un plancher en pin qui fait plus ou moins 18 millimètres d'épaisseur. C'est vrai que quand il a été souvent scié, il peut faire un peu moins. Et en dessous, ça c'est le plafond chez moi après un dégât des eaux. On voit bien qu'il y a un latis en bois auquel est accroché du plâtre entre 25 et 30 millimètres, parfois plus, il y a des moulures. Euh, Maintenant, ceci, c'est la disposition de la plupart des maisons. Mais il y a des maisons de maître avec des solives beaucoup plus solides, avec des plafonds plus épais, avec encore un parquet au-dessus du plancher, qui sont donc meilleurs a priori que la plupart des planchers. Parce que ces planchers tels quels, ils sont en fait sous-dimensionnés pour la plupart des pièces bruxelloises. D'ailleurs, on a dans la plupart des pièces bruxelloises une flèche, c'est-à-dire si on lance une bille dans un coin de la pièce, elle se retrouve au milieu. Euh, il faudrait idéalement, pour ne pas avoir de flèche, que la portée ne dépasse pas 3,60 m.
Et pour ne pas avoir de vibration, qu'elle ne dépasse pas 2,90 m. Donc, on se rend compte que voilà, tout ce qui est bruit de choc, ça provoque des vibrations et que donc, dans la plupart des pièces bruxelloises, on peut avoir des problèmes. Alors, qu'est-ce qui existe comme référentiel actuellement? Il y a le code de bonne pratique qui donne des solutions pas low-tech, hein, ce sont des solutions qui sont valables quel que soit le revêtement de sol. C'est ce que demande la norme nationale. Euh, et les solutions les plus courantes, vous pouvez les voir détaillées sur notre site et dans la brochure dont a parlé Charles. C'est le plancher flottant sur le plancher existant et le plancher flottant directement sur les solives. L'intérêt de cette deuxième solution étant de pouvoir isoler à la fois des bruits de choc et des bruits aériens. Alors, le code de bonne pratique, il est en cours de traduction. La nouvelle version, elle va sortir bientôt. Mais vous pouvez déjà sur le site de Bruxelles Environnement des primes Rénolution, même si il n'y a pas plus de primes pour le moment, et peut-être sur le nôtre, de télécharger ce code. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu tester des solutions low-tech? Parce qu'on sait très bien que même si ces solutions où le revêtement participe au résultat ne permettent pas de répondre à des normes, on sait quand même que ça fonctionne bien. On sait spontanément que quand le voisin du dessus a de la moquette, on entend moins ces bruits que quand il a un sol en carrelage. Et donc, on a voulu quantifier tout ça, pouvoir savoir exactement, pouvoir comparer avec les solutions classiques les résultats. Il se fait qu'on fait partie d'un groupe technique en acoustique qui nous a permis de mettre en commun euh, des ressources financières et humaines pour réaliser ces tests. Euh, je signale aussi que grâce à ce groupe technique, on peut aussi faire des accompagnements gratuits des entrepreneurs sur chantier, mais ça doit être des chantiers qui concernent les murs, les sols et les plafonds uniquement. Donc, si vous avez un entrepreneur en qui vous avez confiance, mais qui n'a pas de très grandes connaissances en acoustique, vous pouvez faire appel à cet accompagnement gratuit. Bildoise viendra prendre des mesures de bruit avant et après travaux, et on accompagnera, on apprendra l'acoustique in situ directement aux hommes de l'entreprise. Alors, comment est-ce je vois qu'il y a des choses qui marchent pas bien dans mon PowerPoint, je suis désolée. Comment est-ce qu'on mesure le son? Ben, le son, c'est une variation de pression. Donc, il n'y a pas de déplacement de molécules, mais les molécules bougent de proche en proche. Donc, la vibration, l'onde se propage. Ici, ben, on a un haut-parleur et on a une onde qui se propage jusqu'à l'oreille. Avec les bruits de choc, on a d'abord l'impact qui génère un bruit qui va de nouveau atteindre l'oreille. Euh, Comme les variations de pression, euh, il y a une très grande différence. En fait, on a une variation de 10 millions entre le seuil de perception et le seuil de douleur. On a converti ça en une échelle logarithmique qui représente beaucoup plus les sensations humaines. Et donc, on a cette échelle en décibels avec un 0, le seuil de perception, et entre 120 et 140, le seuil de douleur. Alors là, quand je parle calmement, je suis entre 40 et 60. Dans une conversation animée, on est facilement à 80. Euh, Dans un quartier calme où il y a peu de circulation, on peut être à 30 décibels. Et le long d'un boulevard à grand trafic, on est plus proche de 85. Euh, Comme ça vous donne une idée. Alors, le niveau de bruit qu'on a converti en décibels, il n'est pas le même à toutes les fréquences. Donc, vous avez ici à droite le piano. Vous savez qu'à gauche, vous avez les sons graves. Ce sont les basses fréquences qui ont
des très grandes longueurs d'onde. Et à droite, vous avez les sons aigus. Ce sont les hautes fréquences qui, elles, sont très serrées dans le spectre. Euh, alors, voilà, la courbe donne les mesures de ce niveau de bruit à chaque fréquence et on voit qu'on peut avoir des profils très différents. En bleu, là, on a aussi bien des hautes que des basses fréquences. En rouge, on a plutôt des très basses fréquences. C'est plutôt le genre de profil qu'on a le long d'une route où il y a des camions. Alors, c'est utile de savoir quelles sont les performances des solutions aux différentes fréquences parce que c'est souvent les basses fréquences qui nous dérangent. Mais par facilité, pour pouvoir comparer des solutions entre elles, on peut, par calcul que je ne vais pas vous expliquer, ramener ces courbes à un indice à valeur unique qui s'appelle LNW pour les bruits de choc. Et donc, voilà, vous allez entendre parler de LNW dans l'exposé. Alors donc pour les bruits de choc, je vous disais, bah, il est injecté directement dans la structure. Il peut se balader sur plusieurs étages. Parfois, vous entendez un bruit, vous croyez que c'est votre voisin du dessous ou du dessus, mais en fait, c'est 4 étages plus haut en diagonale. C'est pas toujours facile de repérer la source. Et il rayonne par toutes les parois dans les locaux, les locaux les plus proches. Et donc, la solution la plus efficace pour se protéger de ces bruits, c'est de les éliminer à la source. Alors, je vous disais que l'oreille, elle entend ces bruits de choc comme si c'était des bruits aériens, puisque l'oreille, c'est ça qu'elle fait. Par contre, les bruits de choc produisent aussi des vibrations qui peuvent être senties par le corps et qui peuvent être très gênants, très prenants. On peut avoir même des infrasons qu'on n'entend pas, mais on sent et qui sont dérangeants. Ou au contraire amusants dans les boîtes de nuit. Il y a parfois des sourds qui vont danser parce que les basses fréquences, ils les sentent dans leur corps et ça leur permet de danser. Mais dans cet exposé, on va surtout parler du bruit perçu par l'oreille parce que c'est ça on teste en laboratoire et in situ. Pour tester les vibrations, il faut un matériel enfin, beaucoup plus particulier. Alors, on utilise une machine à choc. Donc, il y a des petits marteaux tout est très normalisé, hein. Les petits marteaux, ils fonctionnent dans toutes les machines à choc exactement de la même façon. Euh, en laboratoire, on a un local d'émission dans lequel se trouve cette machine à choc qui est totalement séparée. Donc les vibrations ne passent pas dans le local de réception qui se trouve en dessous et dans lequel il y a un matériel de mesure extrêmement perfectionné. Et c'est donc dans ce local de réception qu'on mesure le bruit, LNW qui est donc le bruit perçu, le bruit de choc perçu euh, en laboratoire. Alors, in situ, on n'a pas une totale désolidarisation entre le local d'émission et de réception, puisque on a des transmissions latérales, on a éventuellement du bruit qui passe par les portes. On a donc une autre grandeur qui s'appelle LWNT, L prime, pardon, NTW. Ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'on va s'attacher principalement euh, aux tests en laboratoire, puisqu'on a aussi fait des tests in situ pour voir s'il y avait une corrélation et il y en a une, donc on n'a pas besoin enfin, je ne veux pas vous donner tous les résultats des tests in situ. Euh, alors, mais je vous montre quand même comment on les a fait, hein. On a fait ça dans une belle maison à Forêt, divisée en appartements. Pour faire ces mesures selon les normes, ben, on utilise un sonomètre très perfectionné, très cher, avec des mouvements qui sont réglementés. C'est assez joli à voir. Ça fait un peu du tai chi. Et seulement vous, si vous voulez faire des mesures chez vous sans avoir, sans vouloir nécessairement respecter les normes, mais pour avoir une idée
des bruits auxquels, enfin pour pouvoir avoir un ordre de grandeur des bruits auxquels vous êtes exposés ou auxquels vous exposez vos voisins. Il existe des sonomètres de classe 2 qui sont beaucoup moins chers et il existe aussi des applications pour, pour smartphone. Alors, je fais de la pub pour Soundly, mais c'est tout simplement parce que leurs sonomètres, ils les mettent à disposition gratuitement. C'est pas ça leur core business. Mais il existe plein de bons sonomètres pour smartphone. Euh, les iPhones ont les meilleurs, ont des micros excellents. Si vous avez un iPhone dont vous trouvez que le micro n'est pas bon, bah, il y a toujours moyen de rajouter un micro à votre iPhone. Ça coûte pas très cher. Et Soundly, dont je vous parlais, chaque année, ils sortent leur best-of des applis pour smartphone. Et donc, voilà, vous pouvez avoir toutes les explications, savoir celles qui sont gratuites ou pas, ce qu'elles permettent de mesurer. On peut afficher des choses assez différentes, hein. Vous voyez ici au milieu, vous avez le son mesuré instantanément. Vous avez average, c'est la moyenne qui a été mesurée, le maximum. Vous avez ici, vous pouvez voir la flèche monter, descendre. Ici, vous avez les mesures par fréquence avec en rose chaque fois le maximum qui ont été atteints à ces fréquences. Et puis, vous pouvez aussi avoir des courbes en fonction qui montrent l'évolution en fonction du temps. Enfin, voilà. Mais le plus simple, c'est ça, c'est la mesure instantanée qui peut vous donner une idée, qui vous permet de comparer des solutions entre elles. Alors, dans les laboratoires, ben, on a fait ça donc chez Buildwise, le ex-CSTC, qui ont tout enfin, plein de laboratoires près de Louvain-la-Neuve. Alors, ici, ben, vous avez le laboratoire acoustique que vous voyez au-dessus. Il contient 6 cellules, dont 5 en béton et une où on a pu construire notre plancher bruxellois. Euh, avec nos solives de la bonne dimension, avec du vieux plancher récupéré et en dessous euh, des 2 plaques de plâtre pour avoisiner bah, le poids d'un vieux plafond bruxellois. Alors en dessous, bah, on a ce matériel de mesure très perfectionné. On a un local mais complètement insonorisé avec un sas à double porte. Enfin, il n'y a aucun bruit parasite. Euh, et alors, on a testé en laboratoire bah, d'abord le plancher de base, euh, des solutions low cost et puis aussi les planchers flottants classiques pour avoir une comparaison. Euh, et donc le plancher de base, bah, ça nous a donné, j'ai enlevé le son, mais bah, voilà, vous voyez, je peux vous mettre le son brièvement si vous voulez. Voilà, je sais pas si vous l'entendez. Euh, voilà, vous avez le plancher de base avec l'intensité des petits marteaux à toutes les fréquences. Vous voyez que sur la boîte la machine à choc, on a mis un, un capotage de façon à ce qu'on mesure, ce qu'on mesure, c'est bien les bruits de choc et non pas les bruits aériens qui sont produits par la machine dans le local d'émission. Et voilà la courbe qu'on a obtenue. Donc, on voit qu'il y a 2 pics qui correspondent à des fréquences de résonance du plancher. Mais voilà, le plus important, c'est de le réduire à une valeur unique. Bah, la valeur unique était de 80,2 décibels. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Si on compare avec les normes, oui, c'est beaucoup, puisque la norme actuelle demande qu'on ne dépasse pas 52 décibels en bruit de choc. L'ancienne norme, c'était 58, c'est celle qui est valable enfin, jusqu'en 2022. Maintenant, les normes
C'est purement indicatif parce que quand on fait des travaux chez soi qui ne sont pas soumis à permis d'urbanisme, on n'est pas tenu de respecter les normes. Mais s'il y a un conflit entre voisins et qu'on en arrive en juge de paix, eh bien, le juge, il va se baser sur la norme. Alors, pour l'Organisation mondiale de la santé recommande pour le sommeil de ne pas dépasser 30 décibels et dans beaucoup d'habitations, on obtient ça. Donc voilà, tant mieux. Alors, les solutions low-tech qu'on a testées, bah, ce sont celles que les gens utilisent le plus souvent et dont on nous demande souvent si ça marche et on sait pas toujours, on n'est pas toujours capable de répondre. Enfin, on n'était pas avant de faire les tests. Donc, il y a le vinyle, c'est quand même a priori un revêtement souple, donc les gens se disent ça doit être mieux que le carrelage. Il y a aussi le PVC avec avec 2 millimètres de mousse qui est collé en dessous et donc qui est vendu aussi comme étant bien contre les bruits de choc. On a testé aussi un tapis de jeu parce que c'est une solution qu'on conseille régulièrement aux gens quand ils ont des petits-enfants qui laissent tomber des objets. Euh, et alors, on a testé aussi un tapis épais, 20 millimètres, un tapis de bonne qualité. Euh, bon, on a aussi testé un tapis de mauvaise qualité, beaucoup plus mince, mais voilà les résultats pour ces quatre configurations. Alors, vous avez compris qu'on essaye d'être le plus bas possible, hein, puisque ce qu'on mesure, c'est le bruit résultant dans le local du dessous. Alors, on voit que le vinyle qui est en rouge, bah, il n'améliore pas grand-chose. Le PVC, pas beaucoup mieux. En bleu, on a le tapis de jeu. Bah là, on a quand même pas mal descendu, donc c'est un beau résultat. Donc, on va continuer à conseiller aux gens comme solution temporaire, quand tant que leurs enfants sont petits, d'utiliser des tapis de jeu. Euh, Ceci dit, si vous voulez utiliser cette solution sans avoir les lettres ou les chiffres en couleur, j'en ai vu dans une grande surface récemment, pas cher du tout, en noir ou en gris. Et alors en orange, on a notre best-of, hein, notre gagnant. Il est meilleur à toutes les fréquences, mais il est surtout meilleur aux basses fréquences qui sont celles qui nous gênent le plus. Alors, le tapis réduit en indice à valeur unique, bah, ça fait 54,5. Si vous vous rappelez que la norme voulait qu'on soit en dessous de 52, ben on est vraiment, on y est tout près, hein. Il suffit éventuellement de rajouter une petite sous-couche en dessous et on y est. Euh, J'insiste quand même sur le fait que le tapis ne permet pas de respecter la norme puisque c'est un revêtement de sol, mais c'est pour vous donner l'ordre de grandeur, c'est une très très belle amélioration. Alors, pour comparer les solutions aussi, on utilise le delta L qui donne l'amélioration acoustique entre bah, les 80,2 qu'on avait avec le plancher de base et les 54,5 qu'on a avec notre solution ici tapis. Et donc le delta L ici est de 25,7, ce qui est énorme. Vous allez le voir par la suite. Vous pouvez aussi, je ne sais pas si vous allez l'entendre, euh, vous pouvez entendre. Non, Je vais malheureusement, nous rapprocher mon n'entendons pas, micro. Sophie. On Non, n'entend pas? Ok, Sophie, malheureusement, nous n'entendons pas. ok, j'arrête. Parce que voilà, bah, j'ai ma petite vidéo avec sans le tapis et avec le tapis. Et déjà, rien que comme ça, dans la salle de test, la différence était énorme. Euh, alors, on a testé différents revêtements sur une sous-couche. On a essayé d'abord un feutre recyclé. On essaye évidemment chez Homegrade d'avoir les solutions euh, les plus euh, je trouve pas le mot en français, enfin, environmental friendly. Et donc, voilà, ce feutre, il est fait à base de textile recyclé. Et en fait, il est assez bon. Dans tous les dispositifs qu'on a testés, il a amélioré
de 9 décibels. Alors, 9 décibels avec le tapis épais, ben là, on est vraiment dans des performances incroyables. Euh, ouais, je vais revenir. Voilà. Sur un tapis tout mince, bon marché, ben, on avait quand même des bons résultats aussi. Alors, on a aussi testé en dessous de revêtements stratifiés parce que les gens aiment bien ce genre de revêtement. Eh bien, ça a aussi amélioré de 9 décibels. Mais on va arriver au résultat des tests. Et puis, on a testé plein de couches qui sont faites pour être mises en dessous, enfin, qui sont vendues par les fabricants comme étant des sous-couches acoustiques. Bah, je vous le dis tout de suite, pas de suspense. Avec une seule couche, il n'y avait aucune amélioration contre les bruits de choc. On n'a malheureusement pas testé avec plusieurs couches, mais je vais y revenir. Et donc, toutes les solutions se trouvaient très proches du plancher de base. La meilleure, avec le stratifié, enfin la moins mauvaise, c'était celle avec le feutre. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que le stratifié pour qu'il n'y ait pas de malentendu? C'est un revêtement de sol qui n'est pas souple, contrairement au vinyle que vous voyez ici. Souvent, ces revêtements imitent le bois, mais le stratifié, il est fait à base de copeaux de bois qui sont compressés et sur lequel on a une feuille décorative en papier imprimée avec une couche d'usure qui est plus ou moins résistante. Donc, voilà, le stratifié n'est pas pour moi le meilleur choix, en tout cas si vous voulez pouvoir nettoyer à l'eau, etc. Contrairement à ce qu'on voit dans les publicités, euh, voilà, ce qui se trouve en dessous, c'est un matériau qui ne supporte pas l'humidité, enfin en tout cas pas l'eau. Donc voilà. Alors la pause, elle doit être faite selon les règles. C'est très facile à mettre en œuvre, donc je comprends pourquoi les gens aiment ça. C'est aussi récupérable à partir du moment où il n'est pas abîmé parce qu'on peut le déclipser et le remettre ailleurs. Euh, qu'il soit pour qu'il puisse sur le feutre donner une petite amélioration acoustique, il faut qu'il soit éloigné des murs. Il doit être en pose flottante. On verra cette pose flottante régulièrement parce que c'est très important. Alors, une autre solution low-tech qu'on a testée où le revêtement participe au résultat, mais ici le revêtement, c'est un revêtement rigide qui est massif, c'est un plancher massif. Avec le système ici, bah, j'ai mis le nom, on n'est pas censé donner des marques, mais comme je ne pense pas qu'ils aient de concurrents, je donne, je donne la marque. Si jamais il y a des concurrents qui apparaissent, bah, tant mieux, parce que c'est un très bon produit. Euh, le matériau qui fait l'amortissement au bruit de choc fait 40 mm d'épaisseur et entre comment dire, les couches peuvent être, on peut insérer entre les différents laits une lambourde qui ne touche pas le sol. Vous voyez ici, on peut clouer dedans ou visser dedans le revêtement de sol, mais cette lambourde ne touche pas le sol et donc on a un bon amortissement au bruit d'impact. Pour nos tests, on a utilisé du, du chêne de la forêt de Soigne. Vous voyez en périphérie toujours cette bande souple qui permet d'avoir la pose flottante. Et on a alors testé aussi des planchers flottants, comme je vous avais dit. On a testé deux types de planchers flottants. Un prêt à l'emploi qui se vend comme ça avec deux plaques de fibroplâtre. Euh, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Deux plaques de fibroplâtre qui sont déjà préassemblés avec un décalage. Donc, c'est assez facile de les... Bon, ici, vous voyez, il suffit de mettre la plaque suivante dessus. Euh, les fabricants recommandent toujours
de coller avant de visser ou agrafer. Euh, ah oui, ben, j'oublie de dire, vous avez vu que vous avez évidemment une couche amortissante qui est déjà attachée et donc c'est très facile à mettre en place. Nous, on a voulu, dans un but de circularité, vérifier le résultat si on ne mettait pas de colle. Et ben, croyez-moi ou non, c'est encore mieux quand on ne met pas de colle. Enfin bon, il n'y a pas une grande différence, mais c'est beaucoup plus rapide, c'est donc plus efficace et c'est légèrement meilleur. Voilà, donc s'il y a des fabricants de ces revêtements qui nous écoutent, ne mettez plus qu'il faut coller, ce n'est pas nécessaire. Alors l'autre plancher flottant, ben, on l'a choisi comme ça parce que c'est souvent utilisé par les entrepreneurs, parce que c'est un très bon compromis entre les qualités du fibroplâtre, dans ce cas-ci c'était du Fermacell, le fibroplâtre qui est très, très dense, donc pour une épaisseur limitée, on a beaucoup de poids, euh, et, euh, et associé à de l'OSB. Euh, les entrepreneurs aiment bien l'OSB bon, parce que ça a une connotation écologique, mais aussi ça permet de le poser directement sur les solives. Le fibroplâtre, lui, n'est pas autoportant. Donc, si on veut utiliser du fibroplâtre sur les solides, il faut de toute façon d'abord mettre une couche d'OSB. Alors voilà, on a fait ce complexe qui est bien lourd. Vous verrez plus loin dans mes conclusions que finalement le poids n'a pas tellement d'importance quand il s'agit de l'isolation au bout de choc sur un plancher en bois. Pour les bruits aériens, c'est évidemment une toute autre affaire. On a besoin de poids, mais je continue avec mes tests. Voilà, donc on avait quand même un truc très lourd. On a tout un système pour pouvoir le lever, pour remplacer les couches testées en dessous. On a testé quand même pas mal de trucs. Vous allez le voir dans les résultats des tests. On a aussi regardé, parce que c'est quelque chose qui est recommandé par beaucoup d'entrepreneurs, si c'était mieux de remplacer le vieux plancher par de l'OSB. Et c'est souvent fait dans le but de rigidifier la structure, mais ce n'est pas du tout la meilleure façon de faire. C'est évidemment moins circulaire que de laisser le vieux plancher en place. Et on s'est rendu compte en faisant les mesures que c'est aussi moins bon pour l'isolation au bout de choc. On voit qu'aux basses fréquences, qui sont celles que nous intéressent toujours le plus, le vieux plancher est nettement meilleur. Alors on a aussi fait un test où on a vissé de l'OSB sur le plancher existant. Donc on n'a pas enlevé le plancher, on a simplement renforcé par-dessus avec de l'OSB et on a aussi des moins bons résultats au bruit de choc qu'avec le vieux plancher tout seul. Alors on arrive bah, ouais, à ce qui vous intéresse le plus, ce sont les résultats des tests. Alors bah, je vous rappelle donc que Sophie, nous notre sommes à peu plancher près à nu. la mi-temps. Ah, ok, Voilà. c'est bien. Notre plancher nu, on était à 80,2 décibels. Et voilà le tableau des tests que nous avons faits. Euh, en, ici, vous avez les delta W, les delta L, pardon, les plus grands, donc c'est les meilleurs amortissements, donc les LNW les plus petits. Et là, bah, ce sont les moins bons résultats. En gras, vous avez toutes les solutions low-tech. Alors, on voit que les solutions low-tech nous donnent les meilleurs résultats, mais aussi les moins bons, avec deux résultats intermédiaires. Euh, et on va. Je commence d'abord par vous expliquer les planchers flottants, comme ça, c'est fait. Donc, les planchers flottants, bah, il y a une différence de plus ou moins 9 décibels entre la meilleure et la moins bonne solution. En fait, toutes les solutions des planchers flottants sont acceptables. Euh, on a quand même deux anomalies, disons, dans les résultats. C'est que les résultats sont d'autant meilleurs que l'épaisseur du matériau, du dispositif amortissant est grand, sauf pour la sous-couche. euh,
qui est une sous-couche qui est faite spécialement pour les constructions en bois. Pour seulement 7 millimètres, on a un résultat meilleur qu'avec de la laine de roche de 20 millimètres, par exemple. On a aussi la mousse de flocon de PU aggloméré. Donc, en fait, c'est fait avec des déchets de matelas en mousse. Donc, c'est ça quelque chose de vertueux aussi, puisque c'est du recyclage. Et là, on a un bon résultat avec seulement 12 millimètres d'épaisseur. Euh, Autre constatation qu'on a faite avec les planchers flottants, c'est que les meilleurs résultats aux basses fréquences, ce sont toujours celles qui nous intéressent le plus. Je ne sais pas, vous avez probablement déjà constaté des travaux d'isolation acoustique qui ont été faits chez un voisin du dessus et vous n'entendez plus vraiment les bruits, mais vous entendez encore boum, boum, un bruit très sourd. Bah, ce sont ces basses fréquences qu'on essaye d'éliminer au maximum parce qu'elles sont gênantes. Alors, les meilleures solutions aux basses fréquences, ce sont celles avec des appuis ponctuels. Alors, on en a testé deux. Un très cher, très, très technique, excusez-moi, avec des blocs de néoprène qui sont dans des rails. Entre les blocs entre les rails, on met un matériau absorbant, pardon, je ne sais pas pourquoi quand j'essaye de vous montrer des trucs, je passe à la suivante. Et puis l'autre dispositif, c'est un dispositif au contraire très bon marché. Ce sont des petits blocs de caoutchouc naturel qui sont fabriqués en Belgique. Bon, ce système-là aussi est belge. Mais, euh, et entre, on a mis la mousse PU, pas les PU agglomérés. Bah voilà, bah vous voyez, on est en numéro 2 et en numéro 8 dans les meilleurs résultats. Je ne vous donne pas les courbes, mais c'est vraiment meilleur aux basses fréquences. Alors, c'est un peu plus de main-d'œuvre, mais comme je vous dis, cette solution-ci n'est pas très coûteuse. Alors, on arrive au cœur du sujet. Les solutions low-tech, bah, les meilleures solutions, ce sont celles avec tapis, y compris les tapis de jeu. Euh, bon, je précise quand même que pour tous les gens qui disent moi je suis allergique aux tapis, en fait dans les tapis le tapis épais que nous avons testé, la poussière ne peut pas y pénétrer tellement il est dru. En général, quand on est allergique, c'est pas à la poussière. La poussière, c'est un réflexe physique, quoi. C'est juste, on tousse pour expulser la poussière, mais c'est pas une allergie. Par contre, on peut être allergique aux acariens. Et les acariens, pour survivre, ils ont besoin d'humidité et de chaleur. A priori, à moins qu'on ait renversé son café et qu'on n'ait pas séché, on n'a pas ça dans un tapis. Donc, voilà, je voudrais euh, que les a priori qu'on a contre les tapis, on puisse les éliminer parce que les tapis sont- donnent des résultats tellement épatants. Enfin, vous voyez, là, on a un delta W de 33,6 avec le tapis épais sur le feutre recyclé, pardon. Euh, alors que le meilleur résultat, donc le système le plus cher avec les blocs, les blocs sur rail néoprène, on n'est qu'à 20 décibels. C'est quand même une différence énorme. Pour que vous ayez une idée, quand on diminue de 10 décibels, on a une perception que le bruit est divisé par 2. 20 décibels, il est divisé par 4. 30 décibels, il est divisé par 16. Et puis là, enfin bon, c'est exponentiel, enfin c'est logarithmique, donc voilà. Alors aussi, euh, un petit plus pour les tapis, c'est qu'ils permettent aussi de ne pas avoir de bruit dans la pièce même, contrairement à certains revêtements durs qui résonnent dans la pièce dans laquelle on se trouve, donc indépendamment du résultat qu'on obtient dans le local en dessous.
Le tapis, bah, il permet aussi d'absorber un bruit excessif dans la pièce où on se trouve et donc réduire le temps de réverbération. Quand on a un effet cathédrale avec l'architecture contemporaine où on a souvent des surfaces lisses en verre, en béton ou en bois, on a souvent un temps de réverbération trop grand pour que ce soit vraiment confortable. Le tapis est un allié là-dedans. Alors le tapis de jeu, bah, vous voyez, il est aussi très bien placé. Et donc pour moi, c'est une très bonne solution temporaire quand les enfants sont petits. Euh, bah, oui, le tapis mince, je vous disais qu'on l'avait aussi testé sur un feutre et il donnait aussi un résultat assez bon. Il est ici dans le bas du tableau. On est quand même à 17,5, ce qui est pas loin du meilleur résultat avec le plancher flottant. Et pour moi, c'est un excellent choix pour un escalier. Les escaliers, c'est souvent très, très difficile d'éliminer les bruits qu'ils font. Bah, un tapis, c'est une solution pour moi. Alors, le parquet massif se trouve ici, donc, il était, je vous rappelle, avec ce système, on avait le chêne massif sur des lambourdes qui ne touchaient pas le sol entre des panneaux de laine de bois. Il est dans la moyenne des résultats, donc moins bon que beaucoup de planchers flottants, mais c'est le meilleur système low-tech qui n'utilise pas de tapis dans sa solution. Alors, le chêne massif, j'en conviens, ce n'est pas du low cost, mais le système de mise en œuvre permet de faire de grandes économies sur la main-d'œuvre. C'est même quelque chose qu'on peut mettre en œuvre soi-même si on n'a pas de main gauche. C'est pas très, très difficile à faire. Alors j'insiste qu'il faut toujours que la pose soit flottante, sinon on a fait tout ça pour rien. Alors j'en arrive maintenant à nos moins bons résultats. C'est très décevant parce que les gens utilisent beaucoup du stratifié, du PVC ou du vinyle. J'insiste aussi qu'on a fait tous ces tests avec des couches, des sous-couches très minces, celles qui sont recommandées par les fabricants. Le meilleur résultat qu'on a eu, c'était avec le feutre qui, lui, est un peu plus épais. On suppose donc que si on utilise les sous-couches vendues par les fabricants en plusieurs épaisseurs, on aurait un meilleur résultat. Voilà, bah, c'est juste une supposition, on ne l'a pas vérifié, mais je pense que ça devrait marcher. Euh, alors, il y a évidemment une limite à l'épaisseur qu'on peut mettre sous un stratifié parce qu'il y a un moment, puisque le stratifié est très léger, il y a un moment où on risque d'avoir un effet trampoline et à chaque pas, on va rebondir. On peut aussi avoir des déformations là où il y a les meubles, des meubles très lourds. On voit ici à droite ben, un tassement parce que si on pose la plainte correctement, on doit avoir un joint en silicone bah, pour être sûr que la plainte ne touche pas le revêtement. On a d'abord rabattu la bande souple qui était en périphérie. Euh, Pardon. Mais voilà, si après avoir posé les meubles, le tout redescend parce que la couche amortissante était trop molle, on se retrouve avec sous la plainte un trou. Donc voilà, bah, si on veut quand même utiliser, tester cette solution avec une sous-couche plus épaisse et accepte qu'il y ait un tassement, bah, je recommande de ne pas poser les plaintes directement pour les poser quand le tassement a eu lieu. Euh, et sinon, dans les solutions low-tech, bah, on a tous les accessoires anti-vibratiles
Donc, tout ce qui est souple, caoutchouteux, à base de feutre, à base de mousse à cellules fermées en général, comme ce qu'on utilise pour faire l'étanchéité des châssis, ben, on peut insérer ça partout où il y a des bruits de contact potentiels, y compris sous des machines. Je vais détailler un petit peu. euh, Sophie, il reste un quart d'heure. Il y a quelques questions. ah, bon, je vais aller plus vite. Voilà d'autres accessoires anti-vibratiles à mettre sous les chaises. Alors là, je suis passée ce week-end dans un supermarché bien connu, enfin qui a des prix planchers. Ce genre d'accessoires qu'on peut clouer ou visser ou clipser ou coller sous les pieds des chaises ou des tables, ça coûte. Je ne sais pas si vous me voyez, mais là, vous avez tout un. euh, si vous regardez ma tête plutôt que l'écran, tout comment dire, ce matériel, ça coûte 2,50 €. Voilà. Euh, donc, ça aussi, je pense qu'on en a 28 pour 2,50 €, un truc comme ça. Alors la solution aussi que je recommande à tout le monde, bah, les semelles les pantoufles avec des semelles en feutre, ça fonctionne beaucoup mieux que les semelles en caoutchouc. Voilà, bah, ça vous dispense de faire des gros travaux et ça vous permet de continuer à marcher chez vous sans déranger les voisins. Pour tout ce qui est machine, bah, il y a des plots un petit peu plus solides, plutôt en néoprène ou caoutchouc. Pour les grosses machines, d'ailleurs, comme les chaudières, il existe des systèmes à ressort avec des socles. Mais là, je vous conseille de faire appel à un acousticien pour les grosses machines parce qu'il faut les calculer, il faut les dimensionner en fonction des fréquences de la machine. Alors, bah, mes conclusions, hein. Bon, je rappelle que ce n'est valable que pour les bruits de choc et que ça a été testé que sur des planchers en bois, qu'il y a des tas de critères dont on ne tient pas compte, comme l'isolation contre les bruits aériens, l'isolation thermique, la résistance à l'humidité et à l'eau, la résistance à l'usure et au feu. Rapidement, pour les bruits aériens, les seules solutions low-tech qui existent, c'est améliorer la masse et donc avant tout faire la chasse aux fuites acoustiques, aux amincissements locaux dus à des saignées dans les murs qui ont éventuellement été rebouchés avec quelque chose de trop mince. Mais aussi, puisqu'on parle des planchers, on a souvent des trous qui sont cachés par les luminaires. La première chose à faire, c'est de boucher ces trous. Il y a aussi le bruit qui peut passer d'un étage à l'autre par des conduits de cheminée qui ont été rebouchés avec une simple feuille ou quelque chose de très mince. Ça, c'est ma parenthèse bruit aérien. Je reviens au bruit de choc. Alors, nos critères de choix, évidemment, les performances. Je vous en ai parlé un peu aussi, les coûts, la circularité, et puis aussi l'encombrement, c'est-à-dire l'épaisseur et le poids par mètre carré. Alors, les performances, ben, on a vu, hein, les tapis sont les meilleurs. Les stratifiés, ben, voilà, là, si vous voulez expérimenter avec d'autres sous-couches, mais a priori, c'est pas très bon. Alors, les coûts, ben, là, je vous les ai mis de la solution la moins chère à la plus chère, mais ce qui n'est pas juste dans mon tableau, c'est que je n'ai mis que le prix du matériau. Or, les solutions low-tech, on peut les mettre en œuvre soi-même, donc on n'a pas un entrepreneur à payer, on n'a pas de main-d'œuvre à payer. Alors que toutes les solutions de plancher flottant, il faut rajouter à ces coûts de la main-d'œuvre spécialisée. C'est donc a priori plus cher que la main-d'œuvre standard. Donc,
voilà, ça vous permet de situer la solution en chaîne massif qui n'est pas très bon marché a priori. Bah, si vous la mettez en œuvre vous-même, ce sera quand même beaucoup moins cher que tous les planchers flottants. Et en plus, vous avez du chêne comme finition, tandis qu'avec vos planchers flottants, vous devez encore mettre une finition en plus. Euh, alors la circularité, a priori, toutes les solutions sans colle peuvent être circulaires, hein, du moment qu'on peut réutiliser les matériaux. Alors, le parquet massif est, à mon avis, la meilleure des solutions low-tech sans tapis, puisque tous les éléments sont biosourcés et réutilisables. Et, entre parenthèses, c'est probablement la seule solution low-tech qui permet également une isolation au bruit aérien. L'encombrement, ben, on voit là que pour les solutions les plus efficaces sont des solutions légères et pas très épaisses. Donc, la masse, c'est pour les bruits aériens. Pour les bruits de contact, de choc, on n'a pas forcément besoin de poids. Euh, alors, le meilleur choix multicritère, ben, je vous l'avais compris, hein, c'est le tapis épais. Euh, mais pour que cette solution soit circulaire, il faudrait que le tapis ne soit pas collé, mais tendu pour pouvoir le remplacer facilement sans devoir tout arracher, y compris le feutre qu'on aurait mis en dessous éventuellement. Il existe des tapis autocollants qui sont faciles à placer sur des escaliers. Et alors, je vous ai dit quelques autres avantages du tapis. Bah, ça vous supprime aussi la sensation de froid. Ça vous permet de diminuer le temps de réverbération, donc ça fait de la correction acoustique et ça amortit les bruits de pas. Alors là, j'ai repris toutes mes conclusions et j'espère avoir encore le temps de répondre aux questions. Euh, Parfait, merci Sophie pour cette présentation super illustrée avec plein de bons conseils. Et je pense qu'il y en a quelques-unes qui vont pouvoir être appliquées de façon à garder des résultats qui feront l'unanimité de chaque côté du plancher ou du mur. Alors j'ai quelques questions que je, je vais te proposer. oui, je te laisse choisir les questions. Alors d'abord rapidement, l'accompagnement d'entrepreneurs, ça se limite en région bruxelloise ou ça peut être fait du côté de Liège? Bruxelloise. C'est, Bruxelloise. c'est le gouvernement bruxellois qui paye. Parfait, merci. Alors, j'ai deux questions sur les matériaux. J'ai des questions sur le liège. Qu'est-ce que tu penses du liège comme matériau acoustique? Et j'ai une deuxième question sur les matériaux qui était l'ouate de cellulose soufflée dans le plancher. Qu'est-ce que tu en Euh, penses? ben donc le liège, je n'en ai pas parlé parce que c'est vrai que c'est un matériau vertueux qui a beaucoup de qualité, mais on sait qu'il vieillit pas particulièrement bien. Puisque on a tous déjà vu des bouteilles de vin où le bouchon est dur. À partir du moment où c'est dur, bah, ça fonctionne plus comme amortissant acoustique. Donc c'est pour ça que je ne l'ai que je l'ai même pas testé, parce que je sais que les tests ne seront pas mauvais, mais ne resteront pas. Durable dans le temps. Voilà, exactement. Alors l'ouate de cellulose, c'est un très bon matériau. Mais simplement l'insuffler dans le plancher existant, donc euh, sans faire un plancher flottant, ça ne va rien apporter comme amélioration. Tout au plus, ça va légèrement diminuer des ondes stationnaires qu'il y a dans le complexe, mais au maximum, on n'a jamais mesuré mieux que 3 décibels d'amélioration. Et 3 décibels, on est vraiment là dans le seuil de perception. C'est un peu comme si on vous montre une page blanche et une page blanche. Si elles sont l'une à côté de l'autre, vous voyez peut-être la différence, mais quand on les écarte, c'est toujours 2 pages blanches, hein. Donc 3 décibels, ça n'est pas, ça vaut pas la peine de faire des travaux pour gagner ça. Il faut viser au moins 10 décibels, ce qui est la division du bruit par deux. Et pour ça, il faut nécessairement euh, faire un plancher flottant. Donc la solution dont je vous parlais au tout début, qui est une des solutions classiques avec plancher flottant et où on a un matériau absorbant entre les gîtes
pour avoir en même temps l'isolation contre les bruits aériens peut être réalisé avec l'ouate de cellulose. C'est un excellent matériau pour ça. Parfait. Il y a beaucoup de questions de gens qui s'intéressent si les solutions sont applicables pour les murs mitoyens et pas sur le sol, pas que pour le sol. Bah, disons que les problèmes des murs mitoyens, ce sont en général des problèmes de bruit aérien. On entend les voisins parler, on entend leur musique, parfois on les entend même tousser. Donc, ce n'est pas du tout ces solutions-ci qui sont uniquement pour des bruits de choc. Par contre, si on a des bruits de porte, là, bah, je vais peut-être revenir. Ah non, parce que tu partages plus mon écran, j'imagine. Ton Euh, écran est partagé, on est toujours sur la conclusion. ouais. Ah, ok. Bah, je n'arrive pas à retourner en arrière. Ah si, je voulais reprendre ces solutions-là, voilà. Euh, pour tout ce qui se trouve vertical, ce sont les portes surtout, hein. Le fait de mettre des matériaux qui amortissent à la fermeture, qui empêchent la porte de claquer, c'est bien. Mais par contre, pour le mur, ce sont des solutions à base de masse qu'il faut utiliser. Et la seule chose que vous pouvez, la seule solution low-tech, c'est faire, comme je disais, la chasse aux, aux amincissements, là où il y a eu des prises éventuellement mal rebouchées, ou bien s'il y a des prises qui se trouvent placées de part et d'autre du mur, entre les deux prises, vous avez presque pas de masse, et donc le bruit passe vraisemblablement par les prises. Vous avez des canalisations qui peuvent aussi faire passer le bruit. En fait, votre oreille est un bon outil. Avec votre oreille, essayez de trouver s'il y a un point faible dans le mur. Et c'est ça qu'il faudrait traiter par priorité. Sinon, les solutions pour isoler les murs ne sont pas des solutions low-tech. Ok. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Merci Sophie pour cette belle présentation. Bedankt Joris voor de vertaling et merci Florence pour le support technique. Merci à vous toutes et tous d'avoir assisté à cette présentation. N'hésitez pas à vous inscrire aux prochains épisodes. Excellente après-midi à toutes et à tous. Merci encore Sophie et à bientôt. Au revoir.